Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor Laura, qui est indépendant financièrement depuis ses 30 ans. Il est l'auteur du livre La retraite à 40 ans, c'est possible, où il met en avant le frugalisme, on en parlera. Il a aujourd'hui plus de 5 millions d'euros investis en immobilier, des business qui réalisent 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et plus de 200 000 euros investis en bourse. Alors au début, il a pu commencer par du M&A, il a joué tour à tour le rôle de CFO, COO, CSO, CEO, notamment en levant en 10 ans plus de 100 millions d'euros pour des startups. Il se consacre aujourd'hui principalement au développement de son activité via le mouvement FIRE dont on parlera, qui vise à aider ceux qui veulent atteindre cette liberté financière. Alors pourquoi ? Concrètement, principalement pour deux choses. J'étais ravi de pouvoir lui proposer cette invitation. La première chose, c'est qu'il a testé beaucoup de choses. Par tâtonnement, voilà, il a essayé jusqu'à atteindre son objectif financier. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait finalement un chemin qui était un peu voie royale, un peu tout tracé après le SCP, le M&A, la strat, mais il a osé sortir donc de cette voie pour développer son entreprise. Donc avant toute chose, Victor, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Jacques, de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire d'où elle commence cette quête de liberté financière et quel a été le déclic ? Alors, elle commence, après avoir écrit le livre, ça a un petit peu changé parce que j'ai fait un petit peu d'introspection, mais de façon générale, là où j'ai quand même eu un gros déclic, c'est quand j'étais justement en fusion-acquisition. Et du coup, c'est assez pyramidal. Donc, quand on commence à bosser dans ce type de secteur, on est analyste tout en bas. On voit les personnes qui sont directeurs ou associés tout en haut qui gagnent très bien leur vie. On gagne aussi très bien sa vie quand on est analyste, faut quand même le dire. Mais je me suis rendu compte que monter cette pyramide, ça allait être un petit peu compliqué. Je me suis demandé si c'était possible d'aller un petit peu plus vite. Et surtout, un jour, j'ai eu un déclic le matin en allant à la Défense avec tous mes collègues qui allaient à la Défense. J'ai croisé une dame qui était en tailleur d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans. Et j'ai imaginé sa vie et je me suis dit qu'en fait, elle avait 2 enfants et elle voulait pas trop aller à la Défense. Et si elle y allait, c'est parce qu'elle était endettée pour avoir acheté son appart à Paris avec son mari. Et je me suis dit, voilà, je n'ai pas envie de finir comme ça. J'ai envie d'être heureux et de pouvoir faire ce que je veux. Et du coup, là, gros déclic. Et du coup, en rentrant dans le taxi qui me ramenait chez moi vers, je pense, 1h, 2h du matin, j'étais avec mon fameux BlackBerry, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore d'iPhone. Enfin, si, ça devait exister d'ailleurs. Et j'ai regardé des blogs américains qui disaient, ouais, mouvement FIRE pour Financial Independence and Retire Early. Allez-y, commencez à faire ça, ça marche. Et tous ceux qui étaient dans la Silicon Valley, chez Google, etc., faisaient ça. Donc, je me suis dit, OK, ça doit marcher, faut peut-être tester, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, ok. Alors justement, frugalisme, parlons-en. Par où est-ce qu'on commence concrètement quand on veut se lancer ? Que tu puisses dire là quelques mots sur le mouvement FIRE et qu'est-ce que le frugalisme justement pour toi ? Ouais, du coup, le mouvement FIRE, créé dans les années 90 aux US, 2 personnes principalement. C'est un livre Your Money or Your Life. Donc Votre vie ou votre argent de Nicky Robin, qui en fait dépeint la situation américaine et la critique en disant bon écoutez les gars, c'est bien de beaucoup travailler, beaucoup gagner, d'avoir sa maison, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de vivre sa vie ? Alors pour nous ça nous paraît un petit peu différent parce que French way of life, donc on aime aller en terrasse et tout, donc on est un peu moins genre style américain, on a besoin d'emprunter beaucoup, de vivre avec beaucoup de dettes, mais bon là-bas ça fait un petit choc. Après il y a Mister Money Moustache. Grosso modo, c'est un Canadien qui est un peu, à l'aide des blogs à l'époque, qui a un peu évangélisé ça dans le monde. Le principe, c'est quoi ? C'est vous gagnez votre vie. Alors, généralement, les personnes qui font ça, c'est les personnes dans la Silicon Valley qui aiment très bien leur vie. Vous économisez une grande partie de vos revenus, de l'ordre de 50 à 80%, et vous investissez ça en bourse. Ça, c'est le modèle plutôt américain. Et au bout de 5-10 ans, en fonction de combien vous gagnez, vous pouvez être à la retraite et en fait toucher quasiment la même chose, ou un peu moins, généralement c'est moins quand même, que ce que vous aviez de dividendes. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, le tour du monde, etc. Très populaire aux États-Unis. Très populaire en Australie, très populaire au Canada, et en France, on a une démarche un petit peu différente parce que dû aux impôts et aux prélèvements sociaux et à tout ce qui est imposition, c'est un peu dur de le faire avec la bourse par rapport aux taxes qu'on a, mais on a d'autres solutions pour le faire. Et puis les frugalistes, c'est juste la traduction un peu française. Dans frugaliste, on retient le terme quand même frugal. Donc frugal, ça veut dire diminuer son niveau de vie au maximum. Donc moi, j'ai été un peu costaud à des moments là-dessus. Ça veut dire, voilà, quand vous économisez 80% de ce que vous gagnez, bon, généralement, vous ne faites pas grand-chose de votre vie. On peut aller de ce sens-là, et on a d'autres méthodes pour le faire. Et ouais, c'est déjà pas mal. Le mouvement FIRE, donc aujourd'hui, cercle assez large, on est 30 000. Cercle un peu plus concentrique, 10 000. Dernier cercle, 1 000. Et en gros, la façon dont ça marche, 30 000, c'est les personnes qui consultent, tu vois, un peu ce qu'on peut donner comme éléments, etc. Ils participent un petit peu avec nous. 10 000, ils participent une fois par mois. Et 1 000, là, ils sont vraiment très actifs.
Et en tout, parce qu'il y a quasiment un questionnaire de gestion de patrimoine quand tu rentres dans la communauté, là, on représente à peu près un pouvoir d'investissement de 5 milliards. Donc, c'est autant qu'un petit pays, si tu veux, que les îles Fidji, quoi. On a autant que le PIB, tu vois, en termes d'investissement. C'est ce que c'est aujourd'hui, et on peut, soit c'est une communauté gratuite, avoir des informations, et après, si on veut aller beaucoup plus vite sur certains secteurs, on peut effectivement être accompagné, etc. Donc, voilà ce que c'est en France aujourd'hui. Et je pense que ta question, c'était aussi comment on fait. Un exemple très concret, là aujourd'hui tu as 30 ans, tu gagnes 3 000 euros, tu veux partir à la retraite à 40 ans avec 3 000 euros. En gros, il faut que tu investisses à peu près 1 million d'euros pour pouvoir y arriver. Ça règle des 4%, il y a plein d'endroits où on peut l'expliquer. Et en gros, ce que tu fais, tu économises 30 à 50% de ton salaire net, tu mets 800 euros de côté tous les mois, tu investis en bourse. Une fois que tu as fait ça, donc tu arrives à peu près à 150 000 euros en 10 ans, si tu investis dans des trucs qui sont assez rentables. Tu passes à l'immobilier, là tu peux emprunter à peu près 250 000. Si tu investis dans des trucs très rentables, tu peux emprunter jusqu'à 630 000 euros. Parce qu'en fait, plus tu investis dans des trucs rentables, plus tu peux t'endetter. Une fois que tu as fait ça, l'argent que tu gagnes en plus, genre 1200 balles, tu l'investis en bourse en plus, donc tu gagnes encore plus en bourse. Et là, s'il te manque un tout petit peu à la fin, tu vas arriver à 2 000 euros. Si ton objectif, c'est presque 3 000, 2005, tu complètes avec un side business, donc tu lances un business que tu essaies d'automatiser à fond, et là, pouf, c'est fait. En fait, la recette, c'est aussi simple qu'un régime. Après, le problème, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est l'exécution. C'est que du développement personnel, tu te confrontes un peu à tes limites. Ouais. Et du coup, tu parles d'ordre comme ça avec la bourse, l'immobilier et ainsi de suite. Toi, ton conseil, c'est quoi? C'est plutôt justement respecter cet ordre ou au contraire diversifier dès le début? Moi, j'aime bien cet ordre-là. Après, c'est en fonction de ses appétences, mais l'intérêt en fait de commencer par la bourse et d'économiser, c'est de plus être un panier percé. Et la problématique, c'est généralement quand on bosse dans du conseil ou qu'on gagne bien sa vie, on augmente son niveau de vie. Et du coup, dès qu'on gagne plus, en fait, on n'a plus de notion d'argent parce qu'on l'avait quand on était peut-être étudiant, mais on l'a plus après. Donc, commencer par la bourse en épargnant, ça c'est bien parce que vous reprenez votre vie financière en main. Et du coup, dès que vous allez faire des invests immobiliers, vous exposez à du risque, quel que soit le risque, immobilier ou crypto, peu importe, même encore plus risqué, startup, tout ce que vous voulez. Là, en fait, vous avez une assise financière qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Parce que si vous êtes potentiellement mauvais gestionnaire de votre argent, c'est bon, faites une opération en immobilier, vous gagnez, je sais pas, 500, 1000 euros par mois en plus, vous allez les dépenser. Non, c'est pas ça le jeu en fait. Le jeu, c'est d'atteindre votre objectif et d'atteindre des montants conséquents. Ouais, donc réinvestir et ainsi de suite. J'imagine qu'au niveau bourse, l'objectif, c'est principalement passer par des ETF. Le fait de pouvoir, comme ça, lisser au fur et à mesure son investissement, méthode Warren Buffett. C'est exactement ça. C'est stratégie FIRE classique. Là, je reviens un petit peu dessus en ce moment parce que, déjà, il faut le faire, c'est très bien, c'est ce qui marche franchement le mieux. Après, aujourd'hui, j'ai une petite critique par rapport à ça, c'est qu'on arrive pas loin de potentiellement un système un peu de Ponzi, où on peut se dire, tout le monde le fait maintenant, les États-Unis le font beaucoup, est-ce qu'on n'est pas en train de réinjecter plein d'argent en passant par des intermédiaires dans des entreprises qui ont déjà beaucoup trop d'argent? Donc là, c'est petite critique. Un système de Ponzi, je pense qu'il y en a pas mal. Tant que ça ne s'effondre pas, ça va. Par exemple, Bitcoin, on ne sait pas si c'est Ponzi ou pas, enfin peu importe. Mais il faut quand même garder ça en tête. Ouais, ok. Il y a une partie alors dans le triptyque gagnant, donc on a parlé d'immobilier, on a parlé de la partie bourse, il y a toute une partie aussi sur les side business, tu disais que c'était une partie très importante maintenant aujourd'hui, tu as eu l'occasion d'en lancer plusieurs, alors espèce de coworking, organisme de formation, atelier de co-création et méthode de gestion du temps, plateforme de soutien psychologique pour les entreprises. Si on prend par exemple l'atelier de co-création ou la plateforme de soutien, concrètement, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu as mis ça en place? Alors, c'est une coïncidence. Alors, pour la co-création, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré des personnes qui étaient intervenants, qui travaillaient à l'époque pour une boîte qui s'appelle Noda, qui était une boîte à Lyon, qui a été une des premières à importer le design thinking, donc une méthode américaine qui existe quand même depuis pas mal de temps. Et en France, c'était pas très connu et ça commençait à devenir très populaire dans les grandes boîtes. Et du coup, moi, j'ai vu que le potentiel était énorme. Et j'ai rencontré comme ça, lors d'un dîner, des personnes qui étaient consultants là-dedans. Et je leur ai dit, écoutez les gars, si vous voulez vraiment faire de l'argent, il faut faire de la formation avec ça. Il faut aller contacter tous les grands groupes. Il faut former tous les grands groupes à la méthode. Si tu veux. Et du coup, ils m'ont dit, ah ouais, mais on n'y connaît rien et tout. Je leur fais, venez, on crée un organisme. Moi, j'en ai déjà un. Venez, on défonce tout et on y va. Et en gros, je me suis associé avec eux. Et j'ai fait un deal de revenu cher. Donc, en fait, je facturais tout ce qu'ils faisaient. Et je touchais une com sur ce qu'ils facturaient. Et je faisais fonctionner mes équipes qui étaient sur un organisme de formation qui faisait autre chose, le secteur hospitalier. Et en faisant ça, effectivement, ça a été vraiment très rentable. On ne s'est pas loupé. Je me suis associé avec les bonnes personnes. Et du coup, ça a été sacrément rentable. Et maintenant, cette boîte existe toujours. Elle s'appelle Clap.
Il y a un meet-up, ils ont 10 000 personnes presque, et une très bonne communauté, ils font un super taf. Donc, coïncident, je pense que en fait, pour saisir ce genre d'opportunité, il faut jamais arrêter d'essayer de lancer des trucs, tu vois, et de rencontrer des personnes et de comprendre un peu qu'est-ce qui arrive comme tendance. Et quand on reste dans un secteur, c'est un truc que je sais pas très bien fait, mais je sais pas, par flemme ou parce que j'aime bien découvrir plein de trucs, mais quand vous restez dans un secteur, vous finissez par capitaliser. Et là, par exemple, bon, la formation, j'étais un peu dedans, les nouvelles méthodes de travail, j'étais un peu dedans, donc hop, il y avait un truc à saisir. Ok. Et en l'occurrence, sur l'autre, donc du coup, tu as mis en place aussi un système d'accompagnement des entreprises. C'était pendant la période Covid? Non, c'était largement avant. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de concurrents du coup un peu plus modernes que moi, ce que j'ai fait. Alors, c'est le risque des side business aussi. C'est que moi, je suis pas là pour créer des startups. D'ailleurs, je bossais dans des startups, gros scale, grosse levée, tout ce que vous voulez. Mais derrière, moi, mes side business, en gros, j'étais maximum ROI, tu vois. Et du coup, si à un moment tu te lances dans une startup, alors que tu bosses dans une startup, c'est pas possible. Tu vois, ta startup, tu y vas à fond et là, c'est ta vie, quoi. Et du coup, sur l'accompagnement des entreprises, principalement des banques et d'autres secteurs qui sont confrontés à des problématiques type hold-up ou type dépression ou type suicide. Et en gros, là, j'ai monté toute une plateforme d'appel, donc avec une vingtaine de consultants qui répondent au téléphone lorsqu'il y a un numéro, et en fait, ils répondent au téléphone lorsqu'il y a une problématique dans une entreprise. Et le système marchait bien. Là, il marche quand même beaucoup moins bien. Ça a beaucoup gagné d'argent, enfin beaucoup, tout est relatif, mais ça gagnait quand même pas mal d'argent. Donc là, on était de l'ordre de 400 à 450 000 euros par an. Sauf que là, aujourd'hui, je m'en suis moins occupé. Du coup, on est dans un de mes business qui marche le moins bien. Okay. Et tu vois, là, la question se pose aussi à un moment, est-ce que tu vends ou est-ce que tu vends pas? Ouais. Tu vois, et celui-là, je ne l'ai pas vendu. Je pense que j'aurais dû le vendre un moment et mieux négocier un type d'exit. Ok. Et avec tous ces side business, tu voulais pas lancer un startup studio en plaçant les bonnes personnes sur chacun des projets pour faire grossir la chose? Ouais, ça c'est un truc que franchement, j'y ai pas mal pensé. Après, en termes d'exécution, je pense qu'un startup studio, il aurait fallu que j'y passe pas mal de temps et que je trouve les bons candidats pour les bons projets. Et finalement, ça a jamais matché, mais ça aurait pu être le cas, mais en tout cas, ça a jamais matché. Ok. Est-ce que tes études t'ont aidé à atteindre cette liberté financière? Ouais, clairement. En fait, depuis que j'étais on va dire adolescent, j'ai quand même une grosse passion pour l'informatique. Donc, tu vois, par exemple, je piratais l'ordi de mes potes qui sont maintenant à des postes très élevés, donc je pense qu'on va pas les citer. J'aimais beaucoup faire des projets en informatique et les études, j'étais pas forcément le meilleur du monde. Tu vois, j'ai 3 sœurs exceptionnelles qui ont toutes fait Sciences Po, Henri IV, tout ce que tu veux. Moi, dans ma famille, on comprenait pas trop qui j'étais parce que tu vois, j'étais pas du tout premier dans mes trucs. Bon, du coup, je m'évadais un peu dans les jeux vidéo et puis l'informatique. Et l'informatique, j'ai franchement eu un gros déclic. Et du coup, il y a surtout ça m'a beaucoup aidé. Et après, dans mes études, j'ai fait prépa. Je pense que ça m'a aidé à beaucoup me structurer. Après, j'ai fait école de commerce, école d'ingé. Et j'ai aussi commencé un doctorat. Donc, j'ai fait quand même pas mal de trucs intellectuels. Après, sur le papier, ça m'a beaucoup aidé pour choper mes premiers jobs parce que un beau CV, ça aide à aller plus vite, plus loin. Je pense que pour moi, pour ma confiance perso, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'en avais besoin aussi, de prouver que j'étais capable de faire des bonnes études globalement. Après, ce qui m'en reste aujourd'hui, c'est plus ce qui a pris le dessus, c'est plus mes passions qui sont revenues quand je suis retourné dans les startups. Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que en finance, j'étais quand même pas trop mauvais et du coup, ça m'a permis de tout de suite avoir des postes de direction. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma passion un peu pour l'informatique et de créer des nouveaux projets. Et du coup, les deux ont bien marché. Après, tu vois, je remonte en arrière, j'aurais eu plus confiance en moi, je serais tombé sur un bon mentor. Je pense que j'aurais pas fait d'études, ça aurait peut-être mieux marché pour moi, tu vois, d'un point de vue succès, comme on l'entend globalement. Ouais, ok. Ouais. Tu parlais de job justement. Quel est, selon toi, le ou les jobs qui peuvent préparer le mieux à une vie d'investisseur comme ça? Est-ce que toi, justement, le fait de travailler sur de la fusion-acquisition, sur de la stratégie, ces genres de jobs-là, ça t'aide dans ta vie d'investisseur? Ouais, je pense que ça aide beaucoup parce qu'on apprend, déjà, on apprend la dureté du travail, tu vois, et à cruncher les nombres, donc à regarder les nombres, à les comprendre et à essayer de vraiment comprendre à peu près ce que fait une boîte, donc sa stratégie, puis après essayer de la traduire en chiffres et arriver à des choses très très simples. Et je pense que ce degré d'analyse à la fois micro et macro, ça permet de comprendre plein de situations et surtout d'être un bourrin de travail. Et après, il y a plein de différentes façons de réussir. Moi, ma façon d'avancer, c'est un peu ça. C'est en fait, tu peux physiquement un peu, tu vois, te contraindre à travailler et tant que tu comprends pas, à continuer. Donc ça, c'est intéressant. Après, ça a d'autres effets.
qui sont plutôt négatifs quand tu fais ces types de métiers, c'est que tu n'apprends pas à faire du grosso modo. Donc, tu n'apprends pas à bâcler, en fait. Et moi, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est à grandement bâcler, parce qu'à un moment, quand tu es entrepreneur, en fait, ce qu'on te demande, c'est de bâcler et de bien bâcler, et de le faire vite et d'exécuter, parce que en réalité, être parfait dans ton truc, à part, je pense, dans certaines choses, en fait, ça marche pas. La perfection, c'est quand tu es un consultant qui est payé excessivement cher. Mais sinon, quand tu es entrepreneur, généralement, tu vois, tu coupes un peu dans tous les sens. Ok. En parlant justement d'investissement sur des entreprises, comment est-ce que tu fais ton sourcing de ton côté quand tu investis vraiment sur des boîtes et quels sont tes critères d'investissement? Alors, ça dépend ce que je veux faire. Ça dépend dans quelle poche d'investissement c'est. Si c'est vraiment très risqué, type startup, là, c'est soit d'anciens potes avec qui j'ai travaillé qui me contactent, soit je suis dans des clubs d'investisseurs. Donc, je reçois des dossiers. J'en reçois très souvent et on me propose d'investir. Donc là, après, pour les sélectionner, c'est souvent un fit quand je connais un peu le secteur. Et donc, je me dis, OK, là, il y a une opportunité. Et après, je vérifie surtout, principalement, ce que je pense être la capacité d'exécution des personnes qui vont mener le projet. Parce qu'en réalité, c'est un peu dur d'investir. Je ne suis pas encore aujourd'hui le meilleur en investissement en start-up. Je pense que je ne l'ai pas assez fait. Je pense que d'autres personnes ont peut-être plus de vision que moi sur ce secteur-là. Il y a juste une de mes OP qui a très très bien marché. Et là, la boîte est en train d'être cotée. Et là, j'ai effectivement fait un gros multiple. Donc là, j'attends que ce soit coté pour que ce soit vraiment valorisé. Et là, il y aura un vrai truc à raconter. Sinon, les autres, ouais, j'ai fait des petits coups, mais ça reste pas des trucs fantastiques. Il y en a un dans tout ce que j'ai fait. Sur ce qui est plutôt boîte, après, ça dépend ce que je veux. Ça dépend si je veux racheter un set business, ça dépend si je veux racheter une boîte, ça dépend si je veux la restructurer, ça dépend si... Enfin, tu vois, ça dépend du business case, quoi. Okay. Et là, ça dépend. Tu vois, si je veux racheter une boîte à restructurer, je vais aller voir les boîtes, je vais les sourcer. Il y a des banques d'affaires qui me contactent, qui me disent, OK, Victor, cette boîte-là... soit le dirigeant veut partir, soit cette boîte-là, elle n'est pas bien en ce moment, il faut la restructurer. Donc, on m'envoie des dossiers ou on m'appelle directement. Et là, quand je regarde la boîte, je vérifie en fait que avec mon domaine d'expertise, je serais capable soit de faire une meilleure monétisation, soit de totalement remplacer le business model, soit de couper dans tous les effectifs et dans tout ce qui fait qui coûte cher aujourd'hui pour la remettre d'aplomb. Et généralement, ce que je regarde, c'est je vérifie que les équipes qui sont à la direction de ces boîtes, elles sont pas fantastiques. En fait, je vérifie que si les mecs sont hyper bons et qu'ils ont planté le truc, tu vois, je me dis, bon, OK, Victor, t'es bien mignon et tout, mais bon, si les mecs ils sont hyper bons et que je comprends pas ce qui rate, je m'éloigne, tu vois. Ouais, OK. Et après, en consolidation, tu vois, des sites e-commerce, je regarde des trucs où j'ai de l'affinité. Encore une fois, est-ce que je peux multiplier le revenu mensuel x2, x3 avec ce que je sais faire ou ce que des gens que je connais sont capables de faire. Et si possible, connecter à mes domaines d'activité pour pouvoir mutualiser. Ouais, OK. Si tu recommençais de zéro, mais avec les connaissances que tu as maintenant, par quoi est-ce que tu commencerais? Je commencerais aller chercher des deals beaucoup plus gros. Là, aujourd'hui, j'irais contacter, j'irais dans des gros trucs. Tu vois, là, aujourd'hui, j'appellerais... Alors, les connaissances et le réseau que j'ai ou pas? Les connaissances et le réseau, ouais. Ouais, alors j'irai chercher de l'argent chez des gens maintenant qui sont devenus des potes et qui ont vraiment beaucoup d'argent. Et j'irai faire des opérations très risquées en immobilier pour consolider. Je pense que, franchement... Donc plutôt sur la partie immobilier. Ouais, parce que là, je maîtrise tellement le truc que, franchement, je peux aller très vite dessus. Et puis, j'ai déjà des deals qu'on me propose. Donc, tu vois, Ouais. en fait, aujourd'hui, au bout d'un moment, dès que tu as une expertise, mais quel que soit ton domaine, que ce soit un entrepreneur dans un secteur particulier, etc., au bout d'un moment, en fait, ça devient... c'est exponentiel ta capacité à pouvoir faire de l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu t'es forgé toi-même, et le plus dur, c'est le premier million. Après, c'est beaucoup plus simple. Quand tu t'es forgé toi-même, c'est... tu deviens si tu te grilles pas en attendant, et ça, c'est le gros risque, mais putain, tu deviens bon, quoi. Et quand tu arrives à te faire toi-même là-dessus, et que tu es toujours en quête de te dire, ouais, qu'est-ce qui déconne chez moi? Qu'est-ce qui me drive, et que tu fais attention à ton physique et aussi à pouvoir tenir dans le temps, c'est ça le plus dur, ne pas te griller, je pense, pour des profils qui sont un peu hyperactifs. À un moment, tu vois, moi, ce sera des réponses très personnelles, mais ça va très très vite. Tu vois, là, par exemple, je veux faire pas mal d'argent, je rejoins un pote on termine sa levée de fonds, là, j'y vais. Franchement, tu vois, la première fois, quand j'ai investi dans sa boîte, 2 semaines plus tard, il y avait une option de rachat. Là, déjà, je me serais fait
plus d'argent que ce que j'ai fait pendant mes 3 premières années quand j'ai commencé, tu vois. Ouais, ok. Ça va très très vite après. Ouais, c'est réseau, connaissances, et puis en testant pas mal de choses, justement, la possibilité d'apprendre et tu construis là-dessus. Ouais. Et t'exécutes. Ouais. Est-ce que tu as des investissements passion? Je pense par exemple au vin, aux chênes truffiers, à l'art. On parlera après du Bitcoin et des cryptos. Alors, j'ai eu des investissements passion, mais qui en fait n'étaient pas des investissements à la base. Et ça s'est retrouvé être des investissements. Donc, à un moment, quand j'étais encore un peu. En gros, j'aimais bien les montres, quoi. Et j'ai acheté pas mal de montres. Et mes seules montres qui ont gagné de l'argent, c'était des Rolex. Et j'ai gagné de l'argent avec ça. Donc, mais j'ai tout vendu parce que je me suis séparé de quasiment tout ce que je possède physiquement, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas réellement un investissement. Aujourd'hui, mes investissements passion, ça. Après, je suis pas. Enfin, ça peut être, il y a des business que je fais, tu vois, ou des trucs que je rachète, c'est de la passion, mais ça va pas parler aux gens, tu vois. J'ai pas de vin. Le vin, j'aime bien, mais j'essaie de boire moins d'alcool. Je fais le mec, parce que, tu sais, moi, sinon ça va pas. Ouais, tu conserves, mais tu bois pas, quoi. Ouais, tu conserves, tu veux pas, tu vois. Non, j'ai pas trop de là aujourd'hui, mais enfin, je m'amuse. Tu vois, il y a des trucs e-commerce qui m'éclatent, ou tu vois, des marques que je rachète, ça m'éclate. Tu vois. Et c'est ça qui me fait marrer, mais bon, ça va pas parler. Je pense que ça va pas répondre à ta question, tu vois. Ouais, ok. Justement, donc sur cette partie crypto, est-ce que tu diversifies un petit peu? Est-ce que tu trouves ça trop risqué? Alors aujourd'hui, il n'y a rien que je trouve trop risqué. Pourquoi? Parce que après, ça dépend d'où on en est, etc. Je pense que, enfin, tu vois, aujourd'hui, enfin, je peux faire un investissement, perdre tout l'argent que j'investis quelque part, jusqu'à des montants qui pour moi sont, enfin, en gros, je peux investir à peu près partout et prendre énormément de risques, tu vois. Je peux, enfin voilà. Les cryptos, alors j'étais pas du tout dedans au début, j'ai un peu loupé le truc. Alors que pourtant, j'étais vraiment la cible du produit, mais je pense que j'étais un peu trop vieux et dans une phase où justement je travaillais beaucoup, du coup je suis passé à côté. J'ai fait un peu d'argent avec, mais pas des masses. Du coup, loin de, tu vois, par exemple, dans la communauté Fire, là, il y a pas mal de millionnaires de crypto. Il y en a même beaucoup. Et là, il y a toute une gamme de personnes, c'est des millionnaires de crypto. Et moi, j'en fais pas partie. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça très bien. Je trouve que ça a étudié. Après, de là, après, chacun fait ce qu'il veut. De là, tu vois, utiliser un énorme effet de levier, emprunter et puis acheter des cryptos. Je sais pas, tu vois, il y a des gens qui finiront millionnaires comme ça, il y en a d'autres qui vont se ruiner, tu vois, je sais pas, tu vois. Ouais. Chacun son truc. Moi, j'ai appliqué, tu vois, ce qui marchait pour moi dans le passé, ça marche toujours. Moi, je continue à faire des cryptos et j'augmente en crypto plus que je diminue. Ok. Et puis c'est à peu près tout là-dessus. Ok. Comment est-ce que tu te tiens au courant de l'actu sur les différents sujets? Alors, généralement, donc Mega Unfair Advantage, aujourd'hui, j'ai des gars qui adorent chacun des sujets. Donc, en fait, la meilleure source d'infos. En fait, à un moment, quand je faisais de la strat en boîte, je ne comprenais pas comment les gens arrivaient à pondre des trucs en strat, genre divin, tu vois. Et je regardais les gens qui faisaient de la strat, je disais, mais comment il fait pour savoir tout ça? Le mec, il est trop smart et tout, il a une lecture du secteur, il est dingue. Bon, grosso modo, la strat, c'est quoi? C'est tes potes avec tous les mecs qui sont à la pointe du secteur, tu déjeunes avec eux, tu discutes avec eux, à la fin, tu fais un résumé, et vu que t'es pas trop con, tu peux comprendre ce qui se passe et quel va être l'avenir. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai un peu la chance d'avoir, sur tout ce qui est invest, etc., des gens qui sont à fond dedans et qui ont une spécialité. Donc, j'appelle pote millionnaire en crypto, je lui demande ce qui se passe. Lui, à la fin, il est au taquet, quoi. Il est au taquet, limite, il joue sa vie avec et tout machin. NFT pareil, IMO pareil, IMO dans un nouveau pays pareil, un secteur en particulier pareil. Donc, j'appelle des potes et je discute avec eux. Et c'est comme ça que je me tiens au courant. Après, il y a des sources de façon générale et un peu culturelle. Et j'ai gardé quelque chose qui est quand même intéressant quand on commence. Je lis quand même très souvent les Échos. Que j'apprécie beaucoup. Le Monde, alors je suis abonné aux Échos, je suis abonné au Monde aussi. Le Monde, je lis, mais c'est beaucoup d'informations. Du coup, un peu moins, les Échos, je préfère. Et après, il y a des éléments un peu plus particuliers et niches que je peux regarder. Donc, je suis des comptes, soit des newsletters, soit des comptes. La problématique avec ça, c'est qu'à un moment, trop d'informations tue l'information. Et surtout, il y a un moment, il faut passer à l'action, quoi. Lire des trucs et être le plus smart sur ce qui va se passer dans les boîtes et dans les cryptos. Si vous passez pas à l'action, vous faites rien, quoi. Ouais. Ok. Ton livre préféré? Bonne question. Alors, rien à voir. C'est Belle du Seigneur. Ça m'a marqué parce que j'étais un ado assez fleur bleue à l'époque. Je pense que ça reste mon livre préféré. Plus sur notre sujet.
Ça doit être, pour ceux qui l'ont pas lu, allez-y, surtout quand vous êtes jeune, parce que plus tard, c'est plus pareil, je pense, quand on le découvre. Il y a un fragment d'un discours amoureux aussi que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a des trucs un peu dark, genre Curant, enfin des trucs, voilà. Et sinon, plus dans notre sujet, ce qui m'a poussé à aller en finance, c'était un livre, je pense que ça s'appelle L'Analyste. Je dois vérifier comment il s'appelle. L'Analyste financier, pardon. Et c'est l'histoire de justement d'un analyste financier qui examinait à l'époque Vivendi et qui a trouvé que Vivendi, en fait, c'était une genre presque fraude et que en fait, ça allait s'effondrer. Et c'est une superbe histoire. Et là, je suis rentré un peu dans le monde de la finance grâce à ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie de devenir analyste financier. Ok, top. Est-ce que tu as une routine matinale ou une routine du soir qui te permet de rythmer un peu tes journées, à part le squash l'après-midi? Ouais, ouais, si on me suit maintenant sur Instagram, tout le monde a pensé que je fais que du squash dans ma vie. Ouais, j'en fais pas. J'ai commencé la boxe, là, tu vois, on va voir, et je vais essayer de sortir de ma zone de confort et essayer de faire du hip-hop. Alors, je suis ridicule, j'ai aucune notion de rythme, tu vois. Excellent. Donc, je t'enverrai une vidéo. Quand je mettrai des vidéos de moi, je pense que tout le monde va pouvoir se marrer. L'intérêt, c'est quand t'as plus besoin de prouver grand-chose alors, soit du début de ta vie, que t'as pas besoin de prouver des choses aux autres, tu peux faire ce que tu veux. Donc, je respecte beaucoup ceux qui se teignent les cheveux en vert, en rose, et à ceux qui sexuellement sont pas hétéros et qui arrivent à se prononcer. Franchement, big up. Et en tout cas, pour moi, donc j'ai quand même un rituel matinal. Assez souvent, je me réveille très tôt, même aujourd'hui. J'ai pas perdu ça. En gros, dans ma constitution de patrimoine, à un moment, donc je travaillais beaucoup en start-up et en plus, j'investissais beaucoup. Et en gros, j'ai commencé à me lever à 4h, 5h du mat. Et ça, je l'ai un peu gardé, malgré moi, parce que en fait, j'adore ce que je fais. Je me réveille, je suis au taquet, j'ai envie de faire plein de trucs. Et du coup, je suis tellement comme Noël, quoi. Comme quand j'étais petit pour Noël, j'étais tout content de me réveiller et d'essayer de choper le Père Noël. Et là, c'est à peu près pareil. En routine, donc j'ai repris un peu de sport parce que j'ai pris pas mal de poids, donc là je reviens. Je fais du sport le matin, donc un truc qui s'appelle 7 minutes workout, juste 7 minutes de sport. Après, j'essaie de marcher au moins une demi-heure. Là, je regarde, nouveau truc que j'ai en ce moment, j'ai un compte TikTok où je regarde que des. Moi, je suis trop un Jones, moi. J'ai un compte TikTok où je me suis inscrit qu'à des comptes d'inspiration, tu vois, où tu as des speeches d'Américains et tout. Et je me fais 10 minutes de ça, tu vois, les mecs, ils t'expliquent que c'est trop cool ta vie, tu vas tout défoncer, tu vas trop y arriver. Et tu sais, moi, je suis un peu là-dessus, alors je sais pas, je suis très réceptif ou pas très smart, mais je suis à fond, je suis au taquet, tu vois. Donc, comme ton podcast, comme les gens qui t'invitent, moi, je suis à fond, j'écoute, je suis là, ouais, putain, il a raison, le mec. Quand tu vas faire venir le CEO de Feed, c'est pareil, il passe assez souvent là-dessus. Ouais, carrément. Et moi, j'écoute, tu vois, je suis là, ouais, putain, il a raison, il est au taquet. Bon, après, il faut voir l'envers du décor, tu vois, mais allez-y, c'est parti. Donc, moi, après, je suis à fond, tu vois, je sors de chez moi, je fais ça, et après, le matin, je traite tous mes dossiers qui sont vraiment chiants à traiter. Et je fais ça, donc je discute normalement avec personne et je fais ça de 6h jusqu'à 8h30 du mat. Et après, ma routine est terminée, à la limite, ma journée peut être terminée. Ok. Je me donne pas trop de contraintes. Après, tu profites. Ouais. Je profite, mais généralement, ce qui me fait kiffer, moi, c'est continuer à faire des projets. Donc la matinée, je continue à faire des projets. Et donc essayer d'avancer sur des trucs. Et j'essaie de me forcer l'après-midi à faire un break, faire autre chose. Si j'ai envie si je suis trop fatigué parce que j'ai trop tiré sur la corde, je vais faire une sieste, tu vois, je vais me coucher 2h, 3h. Je vais faire du squash, je vois des potes, je vois des failleurs du coup, parce qu'en fait, il y a un moment quand même, faut le dire, c'est quand vous franchissez certaines étapes, les amis que vous aviez avant sont plus forcément les mêmes enjeux. Donc après, surtout quand vous êtes entrepreneur, vous finissez par traîner avec des entrepreneurs. Ouais, complètement, on le voit souvent. Ok. Bon, on arrive déjà à la fin, malheureusement. Une dernière question que j'aime poser à ceux que je reçois. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, je dirais de trouver quelqu'un qui est vraiment un mentor et vraiment de l'écouter, quoi. D'écouter et d'essayer à fond et de rester avec cette personne, de rentrer dans une communauté aussi, de choisir une communauté qui lui parle et après d'écouter des trucs, même si ça paraît impossible, vraiment d'essayer d'aller vers des gens qui ont réussi. Et une façon de faire ça, c'est comme ce que tu fais avec le podcast. C'est-à-dire à un moment, tu contactes des gens qui, dans leur domaine ou avec ce qu'ils ont de particulier ou leurs problématiques, ils y vont à fond, quoi. Et si toi, ça te parle, tu trouves quelqu'un qui te parle un peu avec ce sujet, il faut y aller, il faut contacter, il faut beaucoup donner, je pense. Dès le début, je faisais ça, mais je donnais beaucoup, je donnais plus, je délivrais plus que ce qu'on attendait de moi. Et ça m'a permis d'atteindre des sommets assez rapidement. Et je pense qu'il faut faire ça. Et aussi un truc qui est très dur à faire, même aujourd'hui, pour moi c'est encore compliqué, c'est vraiment de croire en la vie. En fait, ce qui est très dur dans la vie d'un entrepreneur, même dans ta vie globalement, c'est de te dire que tout va bien se passer et qu'à la fin ça va être top si tu te donnes à fond.
Et le problème, c'est que quand tu te donnes à fond, généralement, au début, ça paye pas trop, quoi. Et c'est vraiment plus tard que ça donne. Il faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. Toujours continuer à se donner à fond, toujours continuer à se donner à fond, et ça finit par marcher, sauf si vous avez des trop gros blocages psychologiques qui font qu'à chaque fois vous vous foutez dans la merde vous-même. Mais sinon, ça marche. Franchement, ça marche. Et ça, faut vraiment croire en l'avenir et continuer à foncer. Et de toute façon, si on prend un peu de recul, on n'a pas le choix, parce que la vie, c'est quand même un aller simple, hein. Donc, moi, la retraite à 40 ans, c'est aussi, moi, depuis que j'ai 12 ans, j'avais créé un site pour calculer l'espérance de vie et les secondes qui restent à vivre, hein. Donc, tu vois, la pression, chacun ses problèmes, mais la vie, ça passe vite. Et plus on trouve, c'est terrible la vie, parce que plus on trouve ce qu'on aime faire, plus on se rend compte que la vie, c'est court. Ouais. Donc, quand on galère et qu'on se dit merde, c'est chaud en ce moment, j'arrive pas à vendre, les autres, ils y arrivent, etc., on se compare, on voit pas le temps passer. Par contre, dès qu'on a trouvé ce qu'on veut faire et qu'on s'éclate, là, on se rend compte que ça passe très, très, très vite. Ouais. Et du coup, c'est assez pervers, en fait. C'est très pervers, mais en gros, bien s'entourer et puis foncer, quoi. Ouais. Ok. Merci Victor en tout cas. Merci pour ton temps, merci pour tous tes conseils et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci Jacques, merci à toi.